Vous voyez, on vient de voter un plan de relance qui va permettre d'injecter dans l'économie régionale 1,3 milliard d'euros sur 18 mois. Eh bien, ce n'est pas ça le plus important. Je sais qu'on est à une époque où les chiffres comptent, où on retient les chiffres, et pourtant, la question la plus importante, ce n'est pas le combien, ce n'est pas le pourquoi, c'est le comment. Comment on va faire pour que ce budget, qui est à 57% consacré par de l'investissement, soit quasiment consommé à 100%. J'aimerais bien qu'il soit consommé à plus que 100%, j'y reviendrai. Et 43%, c'est du fonctionnement. Et vous savez comment sont tous nos budgets? Tous nos budgets, en général, parce qu'on intègre la masse salariale, en fonctionnement, on est à peu près à 100%. Mais en investissement, on n'y est pas. Ce qui manquera en investissement, c'est autant de résistance en moins au choc économique et social qu'il y aura. Alors, attendez, l'argent, me brûle pas les doigts, je parle sous le contrôle de Jean-Pierre Bataille. L'argent, on n'a pas envie de le jeter par les fenêtres. Mais cet argent-là, ce sont des moyens financiers qui peuvent faire du bien à la région et qui permettront de tenir le choc. Alors, encore une fois, 1,3 milliard, c'est ce qui permet, comme le dit Valérie Létard, d'être une sorte de ticket d'entrée pour aller lever d'autres financements. Et ces financements, pour être clair, sont des financements publics, la région, et privés. Public avec la BPI. Ce que nous voulons, c'est que les entreprises puissent disposer des moyens nécessaires, soit pour être soutenues, même si là, c'est vrai, c'est l'État qui est en première ligne avec les PGE, mais surtout être accompagnés dans leur développement, dans la transformation de leur cœur de métier et dans la diversification, quelle que soit la taille. En général, les plans stratégiques, c'est pour les grandes entreprises. Les plans de filière, c'est pour les très grandes entreprises et on se dit qu'avec le ruissellement, ça fera du bien à tout le monde. Non. La plupart du temps, les grands plans stratégiques sont pour les très grandes entreprises qu'il faut aider. Mais les sous-traitants ne sont pas logés à la même enseigne. Et nous, toute notre idée, c'est du grand groupe qui est installé dans la région, jusqu'au sous-traitant qui peut être une TPE, une PME, voire l'artisan qui va travailler pour l'un d'entre eux. C'est toute la chaîne de la sous-traitance. C'est les grands, les moyens et les petits. Parce que le petit me crée de l'emploi aussi. Et le petit représente aussi de l'emploi. Et de l'emploi non délocalisable. Non délocalisable. Alors, ce qui est vrai, c'est que l'obsession, c'est que l'on puisse être efficace. Et là, il va falloir qu'on change quand même beaucoup de choses. Si la région ne se remet pas en question, on ne mettra pas 1,3 milliard d'euros dans l'économie régionale. C'est-à-dire que notre façon de faire en tant qu'élu, les process qu'on doit mettre en place, une organisation davantage territorialisée, davantage humaine, c'est absolument ce qu'il faut faire. Notre plateforme Galis, mon Dieu qu'elle fait gagner du temps. Sauf que là, ça va être des gens en chair et en os qui vont être désignés département par département pour une équipe transversale de la relance, qui vont répondre aux questions, qui vont aider les porteurs de projets et qui seront présents dans les départements. Ça veut dire avec un renforcement, notamment sur les antennes, pour aller au contact et sur le terrain. Si on pense qu'après avoir voté ça, OK, la presse en parle, on va faire une lettre ou un mail, oh mais ça marchera, walou, il n'y a rien qui marchera. Si en revanche, on a mis en place une boîte à outils et que cette boîte à outils, on va l'expliquer, qu'on élabore la notice avec tous les acteurs économiques et avec les élus locaux, là, vous voulez que je vous dise, ça a une chance de marcher. Mais au fait, si ça marche, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas éviter le choc de la crise économique et sociale. Nous allons le subir comme toutes les régions de France. Mais ce que l'on peut faire, c'est l'atténuer et être capable de rebondir. Certains me reprochent un petit peu en ce moment d'être pessimiste. Non, j'essaye d'être surtout hyper réaliste. La baisse du PIB de 10 à 11%, comme le dit le gouvernement, ce n'est pas des statistiques et ce n'est pas des chiffres. C'est une réalité. Vous l'avez dit, Monsieur Emery, c'est-à-dire des conséquences pour des entreprises qui n'ont plus de marché, ont perdu des clients et n'ont pas les mêmes carnets de commandes. Vous pouvez tourner ça dans tous les sens. Les sous-traitants de l'industrie aéronautique, tant que Airbus n'aura pas repassé des commandes pour l'ensemble de ses avions, ou alors si l'État ne passe pas plus rapidement des commandes de Rafale, vous avez une baisse des commandes, vous avez une baisse de l'activité, vous avez une baisse de l'emploi. Et on peut tourner ça dans tous les sens, on peut mettre en place du chômage partiel, même avec un dispositif que je salue, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Et donc, dans ces cas-là, il faut soit que l'on puisse imaginer des solutions nouvelles comme le prêt de main-d'œuvre
pour que les salariés puissent travailler notamment sur le ferroviaire, s'il est en mesure de les prendre en compte, mais là, il y a des carnets de commandes qui sont bien remplis, soit sur des salariés qui devront être licenciés, comment on leur assure de retrouver du boulot dans des secteurs qui, eux, sont en activité ou des nouveaux métiers. Et c'est une course de vitesse. C'est une course de vitesse. Alors, bien évidemment, je parle des entreprises parce que dans une entreprise, c'est le même bateau. Il y a le patron, il y a l'ouvrier, il y a le cadre, il y a l'ingénieur et il y a justement l'agent de maîtrise. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Mais je sais aussi pertinemment que ce que nous devons avoir à l'esprit, c'est la réindustrialisation. On va me dire, oh, vous ne jouez pas sur les mots là, pourquoi vous ne dites pas relocalisation? Parce que la relocalisation, il faut faire très attention à ce que ce ne soit pas un objet de discours et un objet de communication. Je vous le dis, j'ai déjà pris rang auprès d'un certain nombre d'entreprises, notamment les entreprises pharmaceutiques qui sont dans la région, pour savoir ce que nous pouvons relocaliser. La relocalisation ne réussira que si on modifie en France l'environnement fiscal, social, réglementaire. Et pas, alors je le dis très clairement, vous connaissez ma position, pas en faisant ça sur le dos des salariés, sur le dos de la protection sociale ou sur le dos des salaires. Hein. Tous ceux qui parlent de modération salariale sont bien gentils, tiens. Et ils font 6 mois au SMIC et ils retournent à la télévision dire s'ils sont toujours d'accord sur la modération salariale. Hein. La modération salariale, c'est toujours pour les petits, hein. Jamais pour les autres. Donc très clairement sur ce sujet, ce que je propose, Valérie Létard y a fait allusion tout à l'heure, c'est de dire à l'État, je ne vous demande pas votre argent. Je vous demande juste la liberté de pouvoir utiliser notre argent à nos régions comme bon le semble, comme bon nous semble. C'est-à-dire très clairement sur les impôts de production, le stock est là, et je dis très clairement, si ça c'est pas compensé, on ne peut pas faire moins. Autrement, on ferme boutique et on n'aide personne. Mais en revanche, sur les nouvelles implantations, où là nous ne perdons pas ce que nous n'avons pas encore, je suis prêt à ce que l'on fasse des exonérations importantes 5 ans ou 10 ans. Vous savez pourquoi? Parce que je suis comme vous, je préfère les emplois plutôt que les impôts qui rentrent. Parce que derrière un emploi, du salaire, il y a de la consommation, et ça fait travailler aussi d'autres personnes. Et donc c'est ça que je souhaite. Je demande cette liberté-là. Après, dans la région, on a un atout formidable, REV 3. Sauf que sur REV 3, après tout le travail de conception, d'imagination, de vision de Jérémy Rifkin, de Daniel Percheron, de Philippe Vasseur, aidé aussi par toute l'attitude de Jean-François Caron, Philippe Vasseur avec Philippe Rapneau au départ et aujourd'hui dans le cadre de la mission qu'il préside, on fait tout un travail sur tous les territoires pour dire à tout le monde, REV 3, c'est pas pour les très grands groupes, REV 3, c'est pas dans 30 ans, REV 3, c'est pour tout le monde et c'est tout de suite. Et là maintenant, avec REV 3, c'est maintenant. Sauf que pour cela, il faut qu'on ait des process très simples. Vous avez un projet qui peut être labellisé REV 3, vous devez avoir l'engagement d'avoir un véritable accompagnement, un véritable financement. Là, aujourd'hui, entre le livret REV 3 qui a bondi avec l'épargne de ceux qui pouvaient et qui ont épargné, on a aujourd'hui des fonds beaucoup plus importants. On est entre CAP 3 TRI, le Fratri, c'est compliqué. Philippe Vasseur m'a fait la proposition d'avoir un seul fonds REV 3. Ce fonds REV 3 qui peut représenter avec ces deux fonds à peu près 40 à 50 millions d'euros, il faut qu'il soit porté à 100 millions d'euros. Parce que si la région met 100 millions d'euros sur ce projet, on va être capable d'avoir un effet levier. Et Philippe Vasseur, avec les contacts très approfondis qu'il a eus, nous garantit qu'on pourra mobiliser jusqu'à 500 millions d'euros. C'est ça l'effet levier qui effectivement m'intéresse. Et REV 3, c'est de la production, c'est vrai, de la réindustrialisation aussi, mais durable, respectueuse de l'environnement. Et vous savez, ça fait très longtemps que je le dis, vous savez, l'enjeu n'est pas de courir après un tel ou un tel, c'est tout simplement de comprendre la responsabilité qui est la nôtre. Et c'est une responsabilité, pardonnez-moi, la sanction n'est pas dans 9 mois, dans 1 an et demi ou dans 3 ans, ce n'est pas le sujet. La responsabilité, c'est celle qu'on a par rapport à nos gosses, tout simplement. Crise sanitaire, beaucoup n'ont pas vu venir, dans beaucoup de pays d'ailleurs. Mais là, la crise environnementale, la crise climatique, tout le monde sait exactement ce qui se passera, tout le monde. Et donc, il y a une responsabilité par rapport aux nouvelles générations. Et on ne peut pas produire de la même façon. De la même façon, nous aurons besoin également de mettre sur la table des moyens pour qu'on puisse faire l'acquisition, la région, mais aussi dans la région, de véhicules qui sont soit au GNV, soit des véhicules électriques, soit, bien évidemment, c'est le rendez-vous de l'hydrogène. C'est les voitures, bien sûr, mais c'est aussi les autocars, parce que c'est nous qui les gérons, c'est aussi les trains, mais c'est aussi les bus, même si ce sont les intercos qui gèrent, que ce soit même les bennes à ordures.
Et ce que je voudrais, c'est qu'il y ait toute une filière, au-delà même des usages de l'industrie. Tout ça, c'est dans REF3. Et REF3, c'est pour la start-up, c'est pour la grande entreprise, mais c'est aussi pour l'artisan avec la rénovation énergétique. Sur la rénovation énergétique, des propositions m'ont été faites, c'est vrai que j'en ai parlé avec Frédéric Nious. Honnêtement, on met pas mal d'argent pour une région, ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien parce que le reste à charge est encore trop important pour les familles concernées, et donc elles ne peuvent pas forcément mettre le reste sur la table. Et donc, très clairement, on va augmenter la prime qui est versée aujourd'hui pour la rénovation énergétique pour en faire un maximum. Guylain Cambier sait bien aussi que c'est aussi l'une des causes que l'on poursuit au titre de sa délégation. C'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Et puis, on va demander aussi aux bailleurs sociaux et à tous les partenaires de la région de faire un peu autrement. Ils veulent les financements de la région, alors ils vont travailler autrement sur les appels d'offres. Et ils peuvent ne rien changer, hein, mais alors ils n'ont pas le même argent de la région. En clair, ce que nous voulons maintenant, c'est d'aller vers un allotissement généralisé et de plus en plus fin. Parce que si vous faites ça, je respecte les marchés publics, mais je fais bosser des entreprises locales et régionales. Parce que les entreprises générales qui sont choisies font travailler les plus petites entreprises, mais pas avec les mêmes conditions, en leur serrant le kiki et en faisant des économies aussi sur leur dos. Excusez-moi, hein, c'est peut-être pas bien ce que je dis, les entreprises générales qui vont m'envoyer des messages en disant c'est pas bien, vous n'auriez pas dû dire ça, c'est la stricte réalité. Si vous travaillez par allotissement, c'est moins confortable pour les services de la région, parce qu'on travaille avec plus d'interlocuteurs, mais vous avez la garantie que les entreprises petites et moyennes, elles bossent, et à des conditions différentes. Et ça ne nous coûte pas forcément plus cher. Donc très clairement, je l'ai dit à Laurent Vercruis, on avait déjà pris cette habitude, mais on va aller jusqu'au bout de la logique. Mais hier, j'étais avec Christophe Coulon à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et l'idée m'a été suggérée, on avait ça dans l'idée, mais ce que je vais dire n'est peut-être pas très sympa. Si les collectivités locales, si les intercos veulent bénéficier des financements de la région au niveau actuel ou à un niveau supplémentaire, il faudra forcément qu'elles passent par l'allotissement ou alors elles n'auront plus le même niveau de financement de la part de la région. Parce que les gens ont toujours du mal à comprendre que pour la région, on fasse de l'allotissement, mais que d'autres qui bénéficient de la région ne le fassent pas. Donc c'est eux les patrons, très bien, c'est eux qui décident, mais s'ils ne font pas de l'allotissement, ils auront moins de pognon. À bon entendeur, chacun fait comme il l'entend. Et pareil, je le dis également pour Maisons et Cités et d'autres, parce que la rénovation énergétique sur le bassin minier, ça marche, hein, au compte-gouttes tu parles, compte-gouttes. Et là encore, on travaille avec des entreprises générales. Et les entreprises générales qui ne donnent pas les mêmes conditions aux sous-traitants. Si Maisons et Cités, pour tous les financements du bassin minier, veut très clairement continuer à avoir l'argent de la région, c'est plus de l'entreprise générale ou alors ce sera moins de subventions. À bon entendeur, chacun fait comme il entend. Pourquoi je dis ça? Parce que je veux que cet argent soit utile pour l'emploi. Ça ne sert à rien de dire qu'on met 1,3 milliard si derrière, je n'ai pas des créations d'emplois qui permettent d'encaisser le nombre d'emplois qui vont forcément disparaître avec la crise qui nous attend. Et c'est une course de vitesse. Tiens, course de vitesse. Vous êtes une collectivité, vous êtes une intercommunalité. Vous êtes capable de démarrer un chantier plus vite que prévu, la région va augmenter le niveau de subvention. Vous avez un niveau de subvention qui est prévu dès le départ. Si vous êtes capable, sur l'ouverture du chantier, les travaux, de commencer plus tôt, il y aura un bonus de subvention. On va discuter avec les intercommunalités pour savoir quel est le gain de temps que l'on peut faire. Pourquoi? Parce que je veux aller vite. Parce qu'on est dans une course de vitesse contre un chômage qui va s'installer à partir de la rentrée. Quand Bruno Le Maire vous dit qu'il y aura 800 000 chômeurs de plus d'ici la fin de l'année, l'UNEDIC vous dit que ce sera 630 000 chômeurs de plus indemnisés, ce qui veut donc dire qu'il y en a qui ne seront pas indemnisés, surtout avec la réforme de l'assurance chômage qui sont en train de laisser s'appliquer, qui va précariser des centaines de milliers de personnes, et je demande à ce que cette réforme ne soit pas appliquée, parce qu'elle va fragiliser. Et donc, très clairement, regardez ce que ça veut dire, 800 000 d'ici la fin de l'année. En 2009, il y a eu des mois qui avaient eu nombre important de chômeurs en plus, je crois jusqu'à 79 000, mais là, on est sur des logiques à quasiment 100 000 par mois. C'est du jamais vu. Quand on dit que c'est la crise la plus importante depuis l'après-guerre, il faut voir ce que ça représente. Et donc, il y a les entreprises et il y a les gens. Et les gens, il y a deux priorités, les jeunes. J'entends dire, il ne faut pas que ce soit une génération sacrifiée. D'accord, il ne faut pas que ce soit une génération sacrifiée. Alors on fait quoi pour que ce ne soit pas une génération sacrifiée? Il y a de nouveaux contrats qui sont à mettre en place pour les jeunes, que ça plaise ou non. Il faudra un système de contrats aidés en entreprise, avec une obligation de formation.
Et si l'État le fait, je suis prêt à prendre en charge une partie de la formation, comme l'entreprise, pour garantir que ce ne sera pas du parking ou juste une situation d'attente. Si l'État ne met pas en place de nouveaux dispositifs, nous mettrons en place à l'automne, j'attends de savoir ce qu'ils vont faire, un dispositif où, à la sortie d'un programme régional de formation, ou à la sortie d'une fin de cycle d'études, ou après de l'apprentissage, on pourrait prendre pendant quelques mois les jeunes en leur donnant un statut de stagiaire de la formation professionnelle. Encore une fois, pour ne pas les abandonner et leur laisser le contact avec le monde de l'entreprise, je n'ai pas envie qu'ils décrochent. Je n'ai pas envie qu'ils n'aient pas de perspective. C'est un statut totalement différent, mais par ailleurs, vous savez qu'on prend beaucoup de stagiaires à la région, indemnisés ou non. On en a réussi à en prendre jusque 1000 l'an dernier. En année pleine, il va falloir qu'on soit à 1300, 1500. Pas pour leur faire n'importe quoi, mais pour leur donner ce contact avec le monde professionnel et aussi les garder dans le monde professionnel. Et dans ces conditions, on serait tout à fait fondé à dire d'autres collectivités, à d'autres entreprises, honnêtement, nous on le fait, on a augmenté considérablement, filez-nous un coup de main, filez un coup de main aux jeunes, faites-le également davantage. Et puis j'ai une grande crainte, ce sont les précaires, et parmi les précaires, il y a les indépendants. Oui, les indépendants. Un artisan, un commerçant, profession libérale, parfois les auto-entrepreneurs, ils ont choisi l'indépendance, et quand les choses vont bien, on accepte le prix de l'indépendance, c'est de ne pas avoir le même filet de protection. Sauf que dans la crise qui s'annonce, beaucoup ne pourront pas garder leur activité. Leur envie, ça sera peut-être de rebondir et de recréer une activité différente. Dans ces cas-là, il faut justement que l'on muscle nos dispositifs de soutien avec des prêts d'honneur, avec un différé de remboursement. Mais vous le disiez aussi, M. Emery, le problème, c'est que si on donne de la subvention, c'est des montants très faibles. Alors que si nous avons des systèmes de garantie bancaire sans garantie demandée, enfin de systèmes de prêts bancaires sans les mêmes garanties, on pourrait les aider davantage à remonter une affaire. Le problème, ce n'est pas de leur permettre d'acheter un ordinateur, c'est parfois d'acheter un véhicule ou de faire des investissements. Et là, ils font des montants plus importants. Et je suis persuadé que le crédit bancaire, dans quelques mois, il ne coulera plus à flot comme c'est le cas. Et là, il faut que la région puisse répondre présent. Mais ça ne suffit pas parce qu'il y en a qui, en attendant de relancer une activité, auront besoin d'être soutenus. La réforme de l'assurance chômage pour les indépendants, c'est de la flûte. Il n'y en a quasiment pas qui seront indemnisés. Et ils vont se retrouver sans rien. Imaginez, vous êtes indépendant auto-entrepreneur, vous n'avez plus d'activité, vous n'avez plus rien qui rentre, comment vous payez vos traites? Comment vous logez? Comment vous donnez à manger à votre famille? C'est des gens qui risquent de ne plus avoir rien. Et donc, ce que je proposerais, c'est peut-être pas génial, mais c'est aussi une solution, c'est un filet de sécurité, c'est de leur permettre également d'être stagiaires de la formation professionnelle. Ils seraient demandeurs d'emploi inscrits, mais pas indemnisés, de façon à ce qu'on puisse les aider à rebondir et à se former pour autre chose. Ce n'est pas ça qu'ils demandent en premier. Mais je pense que si on peut leur éviter de se retrouver sans rien d'être au RSA, ça vaut la peine de leur permettre de rebondir. Il y a donc soit ces formations, soit des systèmes pour relancer leur activité, mais je pense très sincèrement que c'est un public très fragilisé qui a bénéficié du fonds de soutien avec les fonds de l'État et aussi de la région, mais qu'on n'a pas le droit de laisser abandonner. J'ai pas envie que ce soit des nouveaux précaires. Parce que nous le savons bien, il y a aussi beaucoup qui aujourd'hui sont en difficulté, notamment pour la crise. On n'a pas beaucoup parlé, regardez, vous les croisez parfois dans des manifestations, tous ceux qui font des extras, dont ce n'est pas le boulot à titre permanent, et à qui ça fait un sacré plus en termes de pouvoir d'achat. Ça fait combien de mois qu'ils n'ont rien touché? Ça fait combien de mois? Et ils sont très nombreux, ceux-là. Et ils sont très nombreux. Et ce n'est jamais des gros salaires. Et donc, si nous ne sommes pas à la fois à aider les entreprises et à aider les gens de la région, on passera à côté de ce devoir de tendre la main qui est aussi le nôtre, mais de tendre la main pour aider à rebondir. Après, nous le savons bien, il y a question sociale, il y a des gens qui sont dans la plus grande détresse, c'est pour ça qu'on a voulu prolonger, la SNCF n'était pas très partante, on leur a imposé dans un bras de fer l'opération ETER, elle sera relancée, on est en train d'essayer de négocier pour avoir encore plus de monde. Il y a, vous savez, les billets à prix cassé, c'est quand même à nous que ça coûte, mais ça permettra aussi de jouer la carte du tourisme. Et je remercie d'ailleurs Frédéric Le Turc pour le travail qu'il a fait avec Laurence Barizot pour nous permettre de trouver des solutions innovantes. On a notamment des spots télé pour choisir les Hauts-de-France et une campagne de promotion pour choisir également notre région pendant les vacances. Il y aura un gel des tarifs des cantines, ça fait longtemps qu'on aurait dû les appliquer. S'il y a un petit malin qui engage une action en justice pour dire que nous ne sommes pas dans les clous et qu'on aurait dû augmenter les tarifs, je suis prêt à aller au tribunal. Il y a peut-être des chances que je perde, je m'en moque. Mais en attendant, on va geler le tarif des cantines, certainement pas le moment d'augmenter. On va geler les tarifs TER, c'est pas ce qu'on avait prévu, on avait prévu d'augmenter, mais là aussi,
Au moment où ça va être dur pour les gens, ben, on n'augmente pas ces tarifs-là. Et donc, nous avons voulu, à chaque fois, être à ce rendez-vous. Et on aurait pu nous dire que c'était le moment de décaler. Vous savez, notamment pour la gratuité des transports scolaires. Non, la gratuité des transports scolaires sera bien au rendez-vous à la rentrée, comme on l'avait voulu, parce que c'est aussi une façon de protéger le pouvoir d'achat. Au cœur de la crise, on a même maintenu l'aide à la garde d'enfants alors que les enfants étaient à la maison, et même maintenu l'aide au transport alors que les gens ne circulaient pas, aussi pour être au rendez-vous du pouvoir d'achat. Voilà un certain nombre d'opérations que nous lançons. Ce n'est pas un ensemble trop nombreux, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on a essayé d'avoir des vraies directions. Produits Hauts-de-France, réindustrialisation, et quand je dis industrie, c'est industrie et services. La logistique, ça compte toujours. Hein. C'est aussi la question de l'artisanat, des artisans commerçants. Et puis après, il y a des secteurs stratégiques sur lesquels on y reviendra en détail. C'est l'agroalimentaire, où je pense qu'il peut y avoir une vraie diversification. Le monde agricole y est prêt également. C'est le tourisme. C'est aussi la santé. Là, vous l'avez vu dans la délibération, il y a une partie déjà de premiers programmes de recherche. Mais j'arrive à une autre partie. Vous connaissez le fameux adage, proverbe africain, si tu veux marcher vite, marche seul, si tu veux marcher loin, marche avec les autres. Pendant la crise, je pense que l'action dans les Hauts-de-France a montré qu'on savait tous travailler ensemble. Et je rends hommage à l'État en la personne de Michel Lalande. Sacré préfet qu'on a là, qui impulse à toutes ses équipes la même logique. Mais parfois plus de difficultés avec certains niveaux de l'État, niveau central, même s'il y a des ministres aussi qui font bien leur boulot, et je dois dire qu'on peut avoir à dire, mais la question qui se pose, quand vous bossez avec Bruno Le Maire, on bosse, et on trouve des solutions. Alors, comme je suis un râleur, je peux vous dire que ça pourrait aller plus vite, qu'on pourrait parfois trouver des solutions à 100% plus rapidement, mais en attendant, ça bosse. Très bien. Après, il y a un préfet qui dit à toutes ses équipes que c'est mieux de travailler tous ensemble. Eh bien, je tends la main à l'État. Attendez, je tends la main comme ça, comme partenaire. Je ne tends pas la main comme ça, comme une pleureuse, comme un plaignant. L'État sait exactement quelle est notre situation. Soit ils nous laissent en disant qu'ils restent avec leur baisse de recettes, avec leur manque de moyens, tant pis pour eux, nous, l'État, on avance tout seul, c'est leur choix. Ou alors ils comprennent qu'en compensant une part des recettes, ça va nous permettre de faire plus que le 1,3 milliard, parce que tout ce qu'on aurait en plus de l'État, je ne m'en servirais pas pour gagner, pardonne-moi, 6 mois de désendettement, je m'en servirais pour faire davantage pour le monde économique et pour les gens de la région. Tout ce que l'on aura sera réinvesti au profit de la région. Donc l'État sait exactement ce qu'il en est. Moi, je ne fais pas de marchandage. Si on nous aide, c'est pour aider les gens de la région. S'ils ne nous aident pas, eh ben, on s'en tiendra à ce 1,3 milliard et à ce qu'on va faire en se retroussant les manches et en bossant avec le monde économique. Donc je tends la main à l'État comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains points qui ne dépendent pas de nous, mais qui dépendent de l'État. Je demande à ce que les PGE soient transformés. Et que les PGE soient transformés, par exemple, en titres participatifs pour avoir des fonds propres, des capitaux propres pour les entreprises, pour qu'elles puissent investir. Le PGE a permis de faire face à l'impasse de trésorerie. Mais vous êtes, par exemple, je ne sais pas moi, un commerce de chaussures. Il faut racheter du stock. Et là, ce n'est plus la trésorerie. Il faut avoir de quoi investir. Et si vous ne transformez pas le PGE, des entreprises ne pourront pas le rembourser. Les banques seront aussi en défaut, parce qu'il y a une partie, les 10% qui ne sont pas garantis par l'État, qui vont leur rester sur les bras, et on a plutôt intérêt à trouver cette solution-là. C'est ce que je leur demande. De la même façon, sur la commande publique, sur les procédures simplifiées pour aller plus vite, voilà aussi ce que je leur demande. Dans les deux cas-là, il n'y a pas 1 euro à sortir, hein, il n'y a pas 1 euro à donner à la région, hein, pas un. C'est juste de la simplification que je veux. Sur la CVAE, je vous l'ai dit tout à l'heure, les impôts de production, je ne leur demande pas d'argent, je leur demande juste qu'on puisse disposer d'une autre librement. Ensuite, il y a la question du travail avec les collectivités. Mon Dieu, voilà qu'on veut lancer un fonds de relance Covid pour aider les entreprises et les petites entreprises. On s'est mis d'accord avec les collectivités, les intercos notamment. Voilà TIPA qui a 4 départements sur 5 qui disent ça c'est une bonne idée avec la Banque des Territoires, on met au pot. Et là, ouais, mais alors est-ce que les départements ils peuvent financer parce que vous comprenez les départements avec leur... On s'en fout, purée. Il y a une guerre contre le chômage, on nous avait dit que c'était la guerre. À la guerre comme à la guerre. Il n'y a même pas de loi à changer, c'est juste une question d'interprétation. Le préfet comprend ça, purée, si là-haut il comprenait, j'en suis à ma 2e lettre à des ministres, je ne sais pas s'ils ouvrent le courrier, mais bon sang, qu'ils fassent preuve de bon sens, quoi. Des gens comme vous et moi, faites chair et de sang. Il y a aussi des élus locaux là-dedans, mais qui donnent raison. Et puis si dans leur service, on leur dit ah, « ouais, mais vous comprenez, on ne traverse pas tout à fait dans les clous », ah ben on a raison, quoi.
On a raison, si on continue comme ça, on va se planter. Donc voilà, c'est ça que je demande aussi à l'État, parce que je suis intimement persuadé que comme ça, on pourra réussir. Et puis il y a la santé. La santé, ce que je dis à l'État, c'est on peut continuer à faire semblant d'avoir des partenariats, mais honnêtement, on bricole. Il faut changer complètement d'échelle. Complètement. Et moi, ce que je vous propose, tiens, vous nous transférez une part de l'ONDAM, régionale, une part, avec les compétences en face à une condition. C'est que la région s'engage à mettre davantage qu'aujourd'hui. Donc, vous voyez, je ne leur demande pas de nous donner de l'argent pour rien. Vous nous transférez la compétence, la charge et la recette à une condition, c'est que la région s'engage par convention sur plusieurs années à mettre davantage de budget. Et là, on change des choses. Et là, on associe davantage les collectivités. Et là, pour faire une maison de santé, ça ne vous prendra pas 3 ans, 30 réunions pour toucher 3 cacahuètes à la fin. Parce que la maison de santé, et vous le savez toutes et tous, quand vous avez bossé de votre côté en impulsant, ça a été beaucoup plus vite. Voilà ce que je voudrais. Et il n'y aura pas de trou dans la raquette avec des règles et des ratios, ou parce que vous êtes de l'autre côté de la frontière administrative du canton, vous n'avez pas le droit tout à fait à la même aide que si vous êtes de l'autre côté. Mais il faut arrêter ce délire, quoi. Et c'est ça que je demande. Et attendez, je n'ai pas demandé d'argent en plus, hein. J'ai rien demandé en plus. Je demande juste à ce qu'on soit traité comme des partenaires. Comme des partenaires. Et pour ça, il n'y a pas besoin de repousser les élections, hein. Ça peut se faire tout de suite. C'est juste une question de volonté, c'est juste une question de rapidité. Voilà donc très clairement aujourd'hui ce que nous demandons. Je vous ai parlé également tout à l'heure de l'Europe. Avec Philippe Vasseur, on s'est inscrit dans toute la démarche du New Green Deal, comme on dit en Picard, du New Green Deal avec la Commission européenne. On a déjà demandé à Ursula von der Leyen à ce qu'on soit retenu comme région pilote. Jérémy Rifkin nous aide également. D'autres commissaires européens nous servent aussi, je l'assume, pour faire du lobbying, parce que derrière, sur la prochaine programmation, il y aura de l'argent et nous avons effectivement des projets et nous avons l'outil, justement, avec le Green Deal. On parlera aussi des énergies alternatives, parce que vous savez, il y a l'Airbus de la batterie, mais il faut aussi des bornes. Et on veut investir, ça c'est une idée que m'a poussé Jean-Louis Borloo, d'avoir des corridors électriques avec des stations d'un nouveau genre, de façon à ce que nous puissions ne pas être dépendants uniquement des bornes Tesla, pour les gens qui peuvent acheter des Tesla, mais tout simplement pour l'ensemble de ceux qui ont des véhicules hybrides ou électriques, qu'on puisse les recharger rapidement et sur tous les circuits, c'est-à-dire pas seulement sur le bord de l'autoroute A1, mais aussi quand on fait Amiens, Beauvais, Paris, ou quand vous allez de Maubeuge jusqu'au littoral de la côte Picarde ou de la côte d'Opale. Et c'est ça qu'on va essayer de bâtir avec normalement la première de ces bornes qui pourrait être ouverte avant la fin de l'année 2020, avant le début de l'année 2021. Voilà exactement ce que l'on veut faire. C'est la première étape. La deuxième étape, ce sera à l'automne, notamment sur la partie transport, où là on joue une grosse partie qui peut être bonne pour l'emploi, mais pas forcément à 18 mois, plutôt sur les 5 ans qui viennent. Nous allons avoir à commander des nouveaux trains, des trains plus grands. Je veux juste avoir la garantie que ça donnera du boulot dans la région. Et que la charge de travail pourra être absorbée par les constructeurs. Est-ce que ce seront des trains avec une nouvelle forme d'énergie? Mais alors dans ces cas-là, je veux que ça donne du boulot dans la région. Et puis on a encore un bras de fer, vous allez dire qu'on passe notre temps à ça, bah oui, je l'assume. Avec la SNCF, je veux récupérer la propriété des trains. Parce qu'il me semble que c'est quand même plus cohérent. Et puis surtout, les trains, on va avoir à les rénover à mi-vie. Sauf que quand vous rénovez les trains, si c'est la SNCF qui est propriétaire, c'est elle qui va le faire chez elle. En France, mais partout. Alors que si on est propriétaire, je veux pouvoir choisir les prestataires. Et je veux pouvoir choisir qui le fera et que ça donne du boulot, encore une fois, dans la région. Vous savez, depuis quelques années, on a toujours eu l'obsession de l'emploi, ça n'a pas diminué, c'est renforcé avec ce qui va nous arriver. Voilà des exemples et voilà pourquoi ça n'est que la première étape. Que la première étape. Alors, je vous ai dit que le comment était plus important. Dès la semaine prochaine, nous allons engager une série de réunions avec l'ensemble du monde économique, avec le Césaire également et avec l'État. Michel Lalande m'a indiqué qu'il était partenaire, avec 5 réunions dans les 5 départements pour expliquer les directions de ce plan de relance, les moyens consacrés et que les uns et les autres nous disent comment on peut être le plus efficace possible. Notamment sur la rénovation du patrimoine et du petit patrimoine rural, où on a décidé d'augmenter les subventions. Ce qui nous a aussi été dit hier, c'est insister sur les métiers d'art. Parce que les métiers d'art, il y a du boulot, il y a des perspectives de recrutement, et c'est aussi pas des emplois délocalisables, c'est des entreprises d'ici. Donc on engage ça. Certainement à la fin du mois d'août, j'aurais bien aimé le faire avant, mais on me dit que ça va être compliqué après l'élection des intercommunalités.
Mon idée, c'est de réunir l'ensemble des intercommunalités, département par département, voire par bassin d'emploi, de façon à expliquer tous nos dispositifs et à montrer justement aux intercommunalités, aux communes, comment on peut consommer nos crédits. Il y a quasiment 1,5 milliard d'euros. On aurait pu faire des économies, mais on ne les a pas faites parce qu'on les a réinjectés dedans, notamment sur un certain nombre de fonds territoriaux. C'est d'ailleurs ce qui explique le milliard 3. Je dis pas, c'est pas qu'un jour je me suis rappelé qu'il y avait un bureau qui était fermé, puis en l'ouvrant on a découvert 1,3 milliard. Non, il y a des mesures nouvelles, c'est vrai, il y a des financements nouveaux, mais c'est une réorientation d'une partie de notre budget pour que ça aille pour l'emploi, pour l'économie, avec ces 57% d'investissement. Et je le dis aussi, il n'y aura pas d'augmentation de l'impôt régional. Il n'y aura pas d'augmentation de l'impôt régional. Parce que je sais pertinemment qu'au moment où vous voulez relancer l'activité, si vous augmentez les impôts, vous êtes un taré, vous n'avez rien compris. Moi, je n'ai pas fait Sciences Po, je n'ai pas fait l'ENA, je n'ai pas fait d'école économique, j'essaie juste de savoir compter. Donc on n'augmente pas les impôts quand on veut encourager l'activité et l'initiative. Donc nous allons lancer cela, comme nous allons aussi essayer de mettre en place des cellules de suivi d'anticipation sur toute la partie sociale. On le voit bien, j'étais avec Olivier Engrand à Chauny, voilà quelques semaines, sur une entreprise CRM qui a fermé, qui faisait aussi du centre d'appel, quasiment du jour au lendemain. Nous aurons des exemples comme cela. Et ce qu'il faut, c'est pas lâcher les gens, leur permettre, ça peut vous sembler très terre à terre ce que je vais dire, d'être sûr qu'ils gardent la mutuelle, d'être sûr d'avoir le bon accompagnement et d'être sûr d'être accompagnés pour pouvoir rebondir. On ne peut pas leur garantir qu'on va trouver un emploi dans les 15 jours, 3 semaines qui suivent, mais on doit tout faire pour les aider à se former, même si c'est dans un autre métier. Et là, heureusement qu'on a le partenariat avec Pôle emploi et heureusement qu'on approche emploi, qu'on va justement encore muscler pour permettre de trouver des solutions. Voilà un certain nombre de choses que je voulais vous dire. C'est que dans cette crise, il faut bien voir que nos entreprises ont aussi tout un potentiel de rebond, d'innovation, de diversification. Et puis, il y a les gens et les entreprises qu'il faut aussi protéger. Je ne suis pas dans une vision purement défensive. Elle est aussi offensive. Un plan de relance, ça consiste justement à ça, à croire en l'avenir et avancer. Mais ne nous racontons pas d'histoire. Avec tout ce qu'on met sur la table, nous n'empêcherons pas une progression du chômage dans les Hauts-de-France, mais on peut mieux encaisser le choc que ça n'aurait été le cas auparavant, et on doit surtout permettre aux gens de pouvoir rebondir et de ne pas être abandonnés. C'est ça tout l'enjeu de ce plan. Et je le dis aussi très clairement, un plan de relance, pourquoi vous n'avez pas attendu l'État? Mais attendre l'automne? Mais attendez, là c'est pas avoir tout compris, c'est une course de vitesse. Vous faites un plan de relance à l'automne, le temps qu'il soit, allez, mis en œuvre, partagé par tous les acteurs, vous avez 2 à 3 mois dans la vue. Là, même en le votant aujourd'hui, il va y avoir tout un boulot dès juillet et au mois d'août pour que tout le monde se l'approprie, qu'on voit ce qu'on peut encore améliorer, on a les directions, on a les masses budgétaires, c'est tout ça qui compte. Et donc, c'est vraiment, encore une fois, une course de vitesse. Une course de vitesse. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous indiquer. Le combien, je sais que c'est important pour les observateurs. C'est les mesures. Les moyens budgétaires, c'est ce qui crédibilise, parce qu'au bout d'un moment, ouais, si on ne veut pas de moyens budgétaires, il ne se passera rien. Mais c'est la méthode qui compte. Et la méthode, elle nous oblige, après cette crise, vous parlez d'un virage, c'est vrai qu'il y a une crise qui nous oblige à agir autrement, et la vraie question qui se pose, c'est agir vite en permanence, rechercher l'efficacité, bousculer les habitudes, et se débarrasser de la paperasse dans les prises de décision, même celles qui existent dans notre maison. C'est vraiment ce qu'on devrait appliquer tout le temps, et c'est ce qui fait aujourd'hui que, allez, un projet industriel en Belgique ou en Allemagne, c'est 2 fois moins de temps que chez nous. La météo n'y est strictement pour rien. C'est tout simplement les habitudes françaises qui se sont accumulées, empilées au bout d'un moment. Il serait peut-être temps de repartir, non pas à zéro, parce qu'on a aussi des atouts dans notre pays, des beaux atouts. Notre région en a, mais il serait temps tout simplement qu'on n'oublie pas qu'un politique qui est efficace, c'est pas mal non plus. Merci en tout cas de votre confiance et de ce vote. Au boulot.